Bon, un tout petit peu de droit quand même, et puis après quelques réflexions. Un tout petit peu de droit, il y a quand même quelques décisions de jurisprudence intéressantes qu'il faut être au courant. Alors, je ne parais pas parce que ça fait jamais très plaisir toutes les sanctions qui tombent de la CPR sur en matière de services de paiement, de lutte contre le blanchiment, tout le monde y passe, etc. D'ailleurs, à titre personnel, ça m'a amusé. L'autre jour, j'étais en train de faire un investissement, voilà, pour mon portefeuille, et puis je vais dans une société de gestion, je fais un virement, je vais vous reparler des virements après, et puis je passe par un prestataire de paiement où j'ai mon compte de paiement. Et ma société de gestion, je dis ah non, on n'accepte pas les virements en provenance d'établissements de paiement. Ah bon? Oui, ils sont trop sanctionnés par la CPR, ça veut dire donc qu'ils ne font pas suffisamment bien la lutte contre le blanchiment. Alors je trouve ça assez amusant qu'une société de gestion qui n'a rien à voir avec le monde du paiement ait décidé en interne, comme ça, sans prévenir ses clients, finalement, de refuser les virements en provenance d'établissements de paiement. Alors c'est assez intéressant parce que quand on voit ça, d'abord on est dans du concret. Alors ça m'a un peu embêté, il a fallu que je passe quelques coups de fil, etc. Ça a marché à la fin, mais enfin bon, ça montre qu'il y a une idée qui n'est pas complètement fausse, parce qu'il y a quand même ici toutes les sanctions de la commission des sanctions de la CPR, mais tout le monde y passe, hein, y compris la Banque Postale en 2018 pour 50 millions d'euros. Donc tout le monde y passe, mais il y a un tropisme au cours. C'est quoi finalement ces établissements de paiement qui sont finalement plus sanctionnés les autres? Alors, ça conduit à parler du virement. En fait, il y a eu deux décisions, enfin une décision intéressante d'une cour d'appel, là cette année, peu importe laquelle. Vous savez qu'en matière de virement, dès lors que vous exécutez, vous, quel que soit votre statut, un banque, établissement de paiement, etc., un virement sur la base de l'instruction avec un IBAN, vous n'êtes pas responsable. Hein. C'est-à-dire que dès lors que l'IBAN est correct, que le virement a été effectué, si ça arrive à la mauvaise personne, vous n'êtes pas responsable. C'est la grande différence avec les cartes bancaires, hein, en matière de fraude, etc., etc. Est-ce que l'IBAN doit avoir un format spécifique quand on me le fournit? Ou ça peut être je te l'ai écrit à la main? Je te l'écris à la main éventuellement. Ah oui, mais je peux l'avoir mal lu alors. Bravo, c'était le point suivant. Mais si l'IBAN a été falsifié, vous êtes responsable. Donc, ça montre que c'est intéressant, parce qu'au moment où on va rentrer en vigueur les dispositions, vous avez vu l'accord politique du mois de novembre sur le virement instantané, et les frais, etc., etc., etc. Donc, l'utilisation de l'IBAN, etc. Donc, l'IBAN, ça va coûter, enfin pas cher donc pour l'utilisateur, un peu plus cher en tout cas, ça fera moins de gras pour les intermédiaires. Mais en tous les cas, ce qui est intéressant, c'est que la responsabilité de l'intermédiaire lorsqu'il utilise l'IBAN, dès lors que l'IBAN n'est pas falsifié, donc je reviens sur le point, est-ce que je l'accepte à la main ou sur un format électronique, ben, finalement, votre responsabilité elle est bien moindre qu'en cas d'utilisation d'une carte de crédit. Donc, tout ça pour pousser finalement à l'utilisation des virements, finalement, plutôt qu'à l'utilisation des cartes de crédit. Vous savez que les virements, aujourd'hui, c'est 17% en volume des transactions et 92% en fait des montants. C'est-à-dire qu'il y a encore une part assez faible des transactions qui utilisent les virements par rapport au mode traditionnel, le plus traditionnel étant, encore une fois, la carte bancaire. Donc ça, c'était le petit côté autour des virements. Autre chose intéressante, quand vous faites des opérations en matière de paiement, mais pas que, souvent, si ce n'est la plupart du temps, notamment dans l'e-banking ou autre, vous passez par une signature électronique. Vous dites une signature électronique, c'est nickel, sans changer de mot, enfin c'est béton, ça va. Vous savez qu'il y a plusieurs niveaux de signature électronique. Patatras, au mois de juin dernier, il y a une banque qui s'est fait retoquer pour un crédit, peu importe, un crédit, enfin c'est un crédit qui avait été signé en matière électronique. Pourquoi? Parce que la banque qui était passée par son prestataire de confiance, pour dire mais la signature électronique, elle est bien électronique, regardez, je suis passé par mon signateur de confiance, DocuSign, enfin, c'est public, donc j'en parle, qui avait fourni le certificat, voilà, mais DocuSign, en l'espèce, fournit deux types de signatures électroniques, des qualifiées et des non qualifiées. Donc, qu'a fait la Cour d'appel? Les juristes ne sont pas tout le temps complètement débiles, ils vont aller vérifier ce qui se passe et vérifier si les éléments composant la certification de la signature électronique étaient bien présents. En l'espèce, la Cour d'appel a retenu la responsabilité de la banque parce que la signature électronique n'avait pas toutes les qualifications de la signature électronique, et notamment le fait que celle-ci, dans ses certifications, n'avait pas soit le SMS, soit copie de la pièce d'identité, etc., etc., etc. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'une banque qui n'y est pour rien, puisqu'elle a utilisé un tiers de confiance, pour sa signature électronique, voit son prêt complètement, sa responsabilité en matière de crédit engagée. Pourquoi? Parce que la signature du crédit n'a pas été reconnue comme étant valable. Pourquoi? Parce que son tiers de confiance, finalement, n'a pas été jusqu'au bout de ce qu'il fallait pour disposer dans ses
archives, dans ces archives, de la preuve, soit sous forme de SMS, si c'est du 3D Secure, soit sous d'autres Oui, mais là, formes, il y a faille, etc. il y a faille du prestataire. Bien donc, évidemment. Mais c'est la responsabilité de la banque qui a été retenue. Après, l'histoire ne dit pas comment la banque se retournait contre le prestataire. Mais c'est intéressant. C'est-à-dire, on dit tout souvent, je suis tranquille, je fais la signature électronique, vérifie bien avec votre prestataire de confiance s'il fait bien tout le boulot. Voilà, donc deux jurisprudences assez différentes. Là, c'était les 3 minutes gratos, tu vois. Maintenant, je vais pouvoir m'amuser à parler d'autres choses. Mais c'est pour vous dire qu'il y a des choses amusantes qui se passent en France, si je puis dire, sur les virements, les signatures électroniques, etc. En fait, le point, et pour rebondir un peu dans la continuité de tout ce qui s'est dit jusqu'à présent, c'est, je ne sais pas si vous avez la curiosité d'aller lire régulièrement tout ce qui sort sur l'EBA, par de l'ESMA, sur tout ce qui est les stablecoins. Parce que les stablecoins, c'est quand même ce truc dont, au départ, la BCE ne veut pas entendre parler, bizarroïde, mais finalement qui est potentiellement la réponse bancaire à l'euro numérique. Alors, c'est un peu provocateur ce que je veux dire, mais c'est assez intéressant. Non pas de ce que je vais dire, mais par rapport à la manière dont on peut percevoir les choses. Tu peux te faire des fleurs, il n'y a pas de problème. Bon, pas faire de dessin sur l'euro numérique, on en a encore parlé il y a quelques instants. Le risque de l'euro numérique, le risque pour la Banque centrale, c'est la non-adoption, c'est-à-dire de devenir des pièges jaunes numériques. Enfin, c'est le Madame Chirac numérique finalement, c'est-à-dire que l'euro numérique, ça va devenir des pièges jaunes. Christine, si tu nous écoutes. C'est-à-dire qu'on se servira de l'euro numérique voilà, pour un titre de piège jaune. Ça ne sera pas un succès. Évidemment, si ça descend en dessous de 500 € ou par rapport aux 3000 €, mais peu importe. Donc, face à ça, il y a plusieurs initiatives bancaires. Bien sûr, il y a les déposits numériques bancaires dont on voit aux États-Unis des projets intéressants. Je vous conseille de regarder ces projets américains sur les déposits bancaires qui circulent. Parce que finalement, imaginez, l'ancien banquier que je suis, vous avez des dépôts bancaires, par définition, ils dorment. Mais vous faites circuler vos dépôts bancaires. C'est formidable. Vous avez réussi à circuler finalement vos ressources par rapport à vos emplois. Donc vous pouvez... C'est de la monnaie privée en clair. On réinvente avec la monnaie privée finalement. Donc il y a, première réponse, la numérisation des dépôts, la circulation de ces dépôts à l'intérieur de l'écosystème bancaire proprement dit. Ensuite, l'autre réponse, et là ça dépend si on est dans le monde de gros ou dans le monde du détail, sur les stablecoins, et c'est là que j'en viens à l'EBA. Il y a tout un tas de discussions qui se font sur les stablecoins, il y a les réserves, etc. Mais fondamentalement, qu'est-ce que c'est qu'un stablecoin, un Electronic Money Token? Est-ce que c'est de la monnaie numérique? Est-ce que ce n'est pas de la monnaie numérique? On se rend compte qu'on a accouché finalement dans le règlement MiCA, non pas d'un monstre, mais en fait de quelque chose qui n'est pas très clair. Au moins un nouvel acteur ou un nouvel instrument à deux têtes. C'est à la fois de la monnaie électronique et à la fois un cryptoactif. Ça emprunte à la fois à la réglementation de la monnaie électronique et ça emprunte à la fois à la réglementation des cryptoactifs. Alors, quand on dit ça, on se dit, mais du coup, de manière très concrète, est-ce que j'applique les seuils de 1 000, 3 000, 15 000 € de paiement limités pour les paiements électroniques ou pour le cash au stablecoin? Grosse question, on ne sait pas aujourd'hui. On ne sait pas si on va appliquer ou pas ces seuils. Imaginez que si on applique ces seuils au stablecoin, il n'y a pas de cas d'usage de stablecoin dans le retail, et surtout dans le wholesale, parce que faire du stablecoin limité à 1 000 €, c'est ce qu'on appelle les pièges jaunes depuis tout à l'heure. Donc, dans quelle mesure les stablecoins vont-ils être suffisamment assimilés à la monnaie électronique pour se voir appliquer ou non les limitations de l'arrêté machin sur les 1 000, 3 000 et 15 000 € de monnaie électronique et de cash. L'autre question, c'est par rapport aussi aux réserves, la constitution des réserves. Et là, on touche à un autre point qui intéresse les acteurs du service de paiement par ailleurs. C'est qu'est-ce qui va pouvoir distribuer la monnaie électronique? Et vous savez que les distributeurs de l'euro numérique et les distributeurs de l'euro numérique pourront ajouter des services à valeur ajoutée à l'euro numérique. Donc, les banques, établissements de paiement, établissements de monnaie électronique pourront ajouter des services payants à la distribution de la monnaie numérique centrale qui, elle, ne sera pas payante. Mais de la même manière pour le stablecoin, dès lors qu'il reproduit finalement ce qu'on attend d'un euro numérique, à savoir l'instantanéité et la sécurité. L'instantanéité, certainement, la sécurité, à voir. Pourquoi plus passer par un euro numérique pièce jaune que par un bon vieux stablecoin qui va faire ses preuves lorsque demain, et c'est là pour tenir mes 12 minutes, parce que j'y suis quasiment,
je pense, hein, c'est là pour venir à mes 12 minutes. En fait, c'est de se dire, j'ai commencé par mon histoire d'investissement à titre personnel, mais demain, quand je ferai mon investissement dans un fonds de private equity ou d'ailleurs, ou peu importe, je ne payerai plus avec un virement, je vais payer en stablecoin. Ça me paraît tellement plus simple. Est-ce que vous êtes prêts, vous, à recevoir des stablecoins dans vos différents établissements? Est-ce que vous êtes prêts à recevoir des dépôts numériques de concurrents à titre de paiement? Merci Cédric. Est-ce que vous, établissement, avec tous ces différents modes de paiement qui vont être interopérables, mais quelles sont vos réponses à ça? Alors, on le voit bien très concrètement avec le fait que de plus en plus d'établissements bancaires sont en train de regarder de très près la demande de licences diverses et variées pour être prêts pour non seulement l'euro numérique, mais pour les stablecoins, d'une manière générale, les cryptoactifs. On ne sait pas, vous ne savez pas ce que vous allez en faire, mais si vous n'êtes pas prêt, d'autres seront prêts à votre place. Donc, j'ai un pronostic pour l'année prochaine et pour d'ici 2026, fin de la période transitoire pour MiCA, le règlement MiCA, c'est que d'ici 2026, il y aura une vingtaine d'établissements, je parle en France, bancaires, qui vont demander leur licence. C'est nécessaire. Qu'est-ce qu'ils en feront? Ils ne le savent pas même aujourd'hui. Mais s'ils ne le font pas, d'autres vont penser à eux. Parce que demain, ce n'est pas uniquement pour aller vendre des bitcoins dont ils vont avoir besoin. Ce n'est pas ça leur premier cas d'usage. C'est tout simplement être en mesure de répondre à une demande par rapport à une offre qui va se multiplier sur la multiplicité des canaux de paiement qui ne vont plus utiliser les canaux habituels, mais les canaux digitaux. J'ai tenu mes 12 minutes? Parfait. Pas mal, hein? Merci, on peut l'applaudir.